Rebonjour à tous et à toutes. Voilà, je pense que maintenant, cette fois-ci, on est prêt. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette nouvelle session de notre émission phare chez Active Trades, Face aux traders, qui s'intitule Face aux traders, et qui se déroule ici en direct depuis ce nouveau salon de l'analyse technique. Voilà. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on a toujours une pléiade de sujets qui passionnent un petit peu, qui rythment un petit peu les marchés, différentes classes d'actifs. On va parler de plusieurs produits, on va parler un petit peu de macro, un petit peu de technique aussi également, avec les sujets phares qui sont notamment en ce moment le Brexit, qui, comme vous le savez, a été déclenché ce mercredi. On parlera également des influences que le président Donald Trump a eues sur certains marchés, notamment sur certaines classes d'actifs, que ce soit aux États-Unis aussi bien qu'en Europe. Et puis, bien évidemment, on reparlera des traditionnelles politiques monétaires, notamment au niveau des banques centrales, que ce soit aussi bien aux États-Unis qu'en Europe avec la BCE et Mario Draghi. Et pour finir, il me semble qu'on a un quatrième sujet un petit peu inédit, puisqu'il va s'agir notamment des élections françaises qui sont inédites et assez ouvertes pour une fois depuis un certain nombre d'années. Donc j'ai à mes côtés notre ami et partenaire Jérôme Révillier. Bonjour à tous, j'en profite pour saluer ceux qui nous regardent en direct sur YouTube, puisque cette émission sera pour la première fois diffusée en direct sur la chaîne YouTube d'Active Trades. Donc salut à ceux qui sont chez eux, bonjour à tous ceux qui ont fait le déplacement à ce salon. Et puis je pense qu'on va rapidement parler des sujets importants avec Gilles également qui est à nos côtés. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, écoutez, c'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Je pense qu'on va démarrer sans plus attendre maintenant. On est un petit peu en retard même. On va démarrer avec le premier sujet. Je vous propose de commencer par notamment les implications du Brexit avec cette fameuse activation de l'article 50 de Theresa May, justement, qu'on a pu voir mercredi. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est justement quelles sont les implications sur les différents marchés, les différentes classes d'actifs, quelles sont les opportunités finalement que cet événement macroéconomique va amener et surtout quels sont les risques et le degré d'incertitude qu'on peut avoir sur tout un tas d'actifs, notamment le marché actions, mais également le marché du forex, voire même sur certaines obligations. Je vais tout d'abord m'adresser justement à Jérôme dans un premier temps, histoire d'avoir un petit peu ton point de vue à toi en tant que trader actif sur les marchés. Qu'est-ce que finalement ce Brexit apporte de nouveau sur les marchés et en quoi les traders peuvent-ils réagir? Vers quelle classe d'actifs peuvent-ils se tourner? Déjà, il faut prendre le Brexit comme un événement qui est quand même historique. C'est le premier pays. On a eu le déclenchement de l'article 50 juste la semaine passée. L'article 50 n'avait jamais été déclenché encore dans l'histoire de l'Europe. Ça initie la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro et de l'Union européenne surtout. Alors, les enjeux pour les marchés, c'est principalement l'incertitude que ça va générer. Alors, on a bien sûr un impact sur la livre sterling. On en a déjà parlé tout à l'heure sur le débat Forex, et on en parle assez souvent. Mais je pense que, là je vais faire plutôt une analyse un peu plus fondamentale, même si on est au salon de l'analyse technique, il faut comprendre les enjeux plus macroéconomiques qui sont d'avoir un événement qui n'a jamais eu lieu et dont on ne sait pas finalement les conséquences. La première chose à regarder, ça va être bien évidemment les conséquences sur l'économie anglaise et du Royaume-Uni, plus des tensions internes avec l'Écosse qui souhaite faire un nouveau référendum. Et puis ensuite, il va falloir voir les conséquences dans la tenue de l'Union européenne. Alors c'est le sujet d'une chronique qui va être publiée demain sur le site d'Action Future. J'ai fait mon billet hebdomadaire sur le Brexit parce que, alors bien sûr, vous écoutez souvent ceux qui vous annoncent la fin du monde, qui vous disent que le Brexit, c'est logique et c'est le début de la fin pour l'Union européenne. On peut peut-être aussi essayer de voir un petit peu les choses différemment et de se dire, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour l'Union européenne de réfléchir à la construction européenne autrement, d'accord? Donc on ne va pas faire de politique ici, ni de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Ce qui est sûr, c'est que les marchés vont être vraiment à l'affût et vont vraiment essayer de savoir les conséquences. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que craint le plus le marché, c'est l'incertitude. Et il est clair que le Brexit aujourd'hui, c'est de l'incertitude à l'état pur. Et donc ça va forcément provoquer pas mal de remous. Alors pas forcément, vous l'avez vu par le déclenchement de l'article 50 qui était déjà largement pricé dans les cours, mais ça va être plutôt les prochaines publications, notamment le PIB au Royaume-Uni et les prochaines statistiques qui vont être à surveiller de très près pour voir les premiers impacts économiques. Voilà. Alors après, on peut faire peut-être un point plus technique, je ne sais pas, où on le fera tout à l'heure.
Oui, je pense que ça serait bien justement, on va peut-être donner la parole à Gilles qui est justement trader également très actif sur les marchés. Comment tu abordes justement cette problématique du Brexit, Gilles? Et surtout, est-ce que c'est vraiment l'incertitude ou est-ce que c'est vraiment les opportunités qui règnent pour l'instant? En tout cas, dans ta vision des choses, vers quels actifs tu te diriges et comment tu les traites surtout? Alors, lorsqu'on fait du trading, et notamment en ce qui me concerne, pour moi qui fais du trading algorithmique, ce qui est surtout à retenir, c'est l'incertitude. Car l'incertitude, ce qu'elle amène sur les marchés, c'est une hausse de la volatilité. Donc en fait, il y a deux choses à comprendre. Soit vous faites du trading en tenant compte de la macroéconomie, soit vous faites du technique. Et si vous faites du technique, on ne peut pas totalement occulter les éléments macroéconomiques parce que ça va nous amener certains facteurs techniques à évoluer sur les marchés. Donc là, l'incertitude va nous amener une hausse de la volatilité. Donc dans votre trading, ce qu'il va falloir justement adapter, c'est des mouvements plus rapides avec des éléments de marché qui sont, comme l'a dit Jérôme, inédits puisque c'est la première fois qu'on est face à une telle situation. Et par rapport à cela, je dirais, peu importe ce que vous allez jouer comme scénario, puisque là, on voit maintenant que le Brexit, il est dans les cours, il est pricé, comme on dit. Après, on peut toujours avoir une surprise. Il peut y avoir des évolutions politiques. On voit que l'Écosse pose un problème. On voit que l'article 50 a été activé, mais que ça a posé certains problèmes politiques. Et quand on fait de l'analyse technique, il faut prendre en compte ça, mais sans forcément essayer d'anticiper une direction. Simplement, on va on va modifier notre money management pour essayer, je dirais, d'être dans le marché par rapport à cette hausse de la volatilité. Et en ce qui me concerne, par rapport à cet élément, ce que l'on peut voir techniquement, c'est qu'on a eu une hausse de la paire euro-GBP, donc qui correspond à une baisse de la livre sterling contre l'euro, et que depuis quelques semaines, on a une stabilisation. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, ça a été pricé, maintenant on est dans une phase d'attente. Statistiquement, d'après les algorithmes que j'utilise, on a un risque qui est quantifié à 60% d'avoir une baisse dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais surtout, ce qu'il faut attendre en fonction des éventuels changements, notamment maintenant que le Brexit est pricé, c'est des changements justement dans la décision qui pourrait être prise, avec une hausse de la volatilité si cela était le cas. D'accord, donc c'est vrai que, un petit peu pour résumer la pensée, je pense, de Gilles, lorsque l'incertitude règne sur un marché, finalement, lorsqu'un panneau attention danger est de sortie, on aura plutôt tendance justement à réduire un petit peu ses tailles de position, à ajuster finalement son money management. C'est vrai que je pense que c'est une des choses les plus primordiales, surtout en ces temps incertains. Alors maintenant, c'est vrai qu'il est un secret pour personne que maintenant que le Brexit finalement a été déclenché, on est rentré dans un process de négociation de 2 ans, on parle de 2 ans maintenant, de négociation entre le gouvernement du Royaume-Uni et puis le bloc finalement européen. Donc je pense que tu seras d'accord avec moi, Gilles, aussi pour dire tout ça, que finalement les marchés vont être beaucoup rythmés avec ce qui va être dit au niveau des négociations, surtout les marchés qui vont pouvoir conserver et surtout la teneur finalement de ces négociations-là. Est-ce que toi, Jérôme, par exemple, tu anticipes, je sais pas, peut-être certains mouvements en particulier, que ce soit à la fois sur l'indice ou même plus généralement sur, pas forcément que l'euro GBP, mais les paires en GBP de manière générale. Comment tu penses que ça pourrait évoluer dans les prochains mois, étant donné qu'on est au début du process de négociation? Alors en fait, la véritable question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment la livre sterling qui va être le plus impactée par le Brexit? Je veux dire par là que le danger, est-ce qu'il n'est pas plus pour la zone euro que pour le Royaume-Uni? C'est peut-être ça aussi où il faut réfléchir. On a une fissure. Bon, le Royaume-Uni n'a jamais réellement fait partie... ils n'avaient pas la même monnaie, ils n'avaient pas plein de choses, ils avaient leurs différences. Maintenant, si ça se répand à d'autres pays, on va parler des élections françaises, on ne peut pas écarter qu'aujourd'hui, un candidat ou une candidate qui défend la sortie de l'euro ne prenne le pouvoir, même si pour l'instant les investisseurs étrangers ne s'en inquiètent pas. Il va falloir réfléchir si finalement le Brexit, au-delà de l'impact direct sur le Royaume-Uni, ne déclenche pas des mouvements en série en Europe et viendrait impacter la solidité de l'euro. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce Brexit, il a peut-être autant d'impact sur la livre sterling, qui est directement touché, que sur l'euro, qui pourrait en subir les conséquences politiques. Voilà. Après, je rejoins assez Gilles. En ce moment, si on doit parler analyse technique et marché, comme d'habitude, ne pas avoir de biais, c'est-à-dire ne pas absolument penser que la livre sterling va s'écrouler. Elle a déjà bien baissé, on a déjà mis dans les cours les dangers.
Et si finalement on se rendait compte que le Brexit, ça se passe plutôt bien, que finalement les accords commerciaux restent tels qu'ils sont, la livre sterling, elle pourrait très bien en profiter, rebondir. Et ce serait peut-être une mauvaise nouvelle pour l'euro si on se rendait compte que de sortir de l'Union européenne, finalement, ça n'impacte pas tant que ça l'économie. Hein, donc ça va être vraiment cette équation qu'il va falloir regarder. Pas de biais, beaucoup d'incertitudes, et donc surtout rester à l'affût des opportunités. Alors on peut travailler en scalping comme le fait Gilles en très court terme. Pour les visions moyen terme, beaucoup plus difficile par contre d'y voir clair en ce moment. Absolument, absolument. Alors c'est vrai que c'est très 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 difficile d'y voir clair tant beaucoup de scénarios sont possibles. On vient de parler effectivement assez longuement justement de ce process de négociation qui pourrait impacter négativement du coup l'euro plutôt que la livre sterling, puisque comme tu le disais Jérôme à l'instant, la livre sterling a été très fortement shortée justement pendant le premier semestre 2016, justement lorsque David Cameron avait annoncé ce fameux référendum. On avait à l'époque pas mal de maisons de gestion, pas mal de hedge funds qui s'étaient couverts à l'époque par rapport à ce risque justement sur le GBP. Donc on avait assisté vraiment à une très très grosse chute, un très gros déclin de la livre sterling. Et dans le même temps, justement, on avait l'indice, le FTSE 100, qui lui en avait profité pour effectuer de nouveaux plus hauts. Alors, est-ce que cette corrélation est toujours en vigueur, à votre avis? Est-ce que vous pensez que si on devait assister à un rebond de la livre sterling dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, on pourrait assister à un déclin, cette fois-ci, de l'indice FTSE 100 ou pas, finalement, à votre avis? Alors effectivement, la corrélation qui existe entre la livre sterling et le FTSE, elle est naturelle. D'autant plus que énormément de titres qui composent l'indice FTSE sont des sociétés qui exportent beaucoup. D'ailleurs, on avait une différence avec l'indice des small, des mid and small, qui lui a beaucoup moins monté. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mémoire, le FTSE est le premier indice européen qui, après le Brexit, est revenu au niveau d'avant Brexit. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a eu une perte de la devise de l'ordre de 20% qui a favorisé justement la hausse de l'indice. Si les choses venaient à s'inverser, si on assistait à une hausse de la livre sterling, techniquement, il faudrait s'attendre à avoir, alors tout dépend ensuite du trend dans lequel seront enfermés les indices européens, on pourrait avoir une accentuation baissière du FTSE par rapport à d'autres indices européens. Alors après, il y a d'autres sujets qu'on va aborder, notamment avec les élections en Europe, en France et en Allemagne, qui sont deux pays majeurs de la zone euro. Et par rapport à l'euro GBP que je vous montrais tout à l'heure, on a vraiment là les deux côtés qui sont représentés, avec les risques du côté de l'Angleterre et les risques du côté de la zone euro. Il y a aussi un autre élément dont on ne parle pas assez à mon goût, en tout cas, je trouve, au niveau de cette fameuse situation par rapport au Brexit. On parle beaucoup des négociations, justement, du rapport de force auquel on va assister dans les prochains mois entre le bloc européen et le gouvernement du Royaume-Uni. Il est également possible, en tout cas à mon sens, je le pense, et je pense que vous le pensez aussi, que le Royaume-Uni se tourne vers d'autres acteurs, finalement majeurs. On a parlé d'un possible traité commercial avec le Canada, avec l'Australie, dernièrement avec l'administration Trump, avec les États-Unis. Est-ce que vous pensez justement que, du coup, cette situation par ricochet de Brexit pourrait amener des opportunités ou de l'incertitude sur d'autres marchés, peut-être le dollar américain, australien ou même canadien? On en revient toujours à la même chose, c'est toujours la politique qui en ce moment drive les marchés. Alors, on a un nouveau président américain depuis la dernière fois où on s'est vu. Un président américain qui ne pouvait pas être élu la dernière fois qu'on s'est vu. C'était comme le Brexit, ça ne pouvait pas arriver. Bon, alors ce président américain, il est là. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il a intérêt à faire avec ce Brexit? Il a tout intérêt à encourager ce Brexit, à soutenir les Anglais pour montrer, regardez, ils sont partis de l'Union européenne, tout va bien pour eux, parce que les Américains aujourd'hui ont une politique favorisant les États-Unis d'abord, et donc ils ont tout intérêt à avoir une Union européenne affaiblie. On a vu les charges contre Angela Merkel, on a vu les charges contre les différents pays européens. On n'est franchement pas en mesure de répondre aujourd'hui. On n'a pas de réponse claire à emmener à Donald Trump. On n'a pas vraiment d'opposition. Et donc aujourd'hui, Donald Trump a tout intérêt à soutenir ce Brexit pour un petit peu déstabiliser encore un peu plus l'Union européenne. Alors il ne vous le dira pas comme ça, forcément. Mais en tout cas, on est encore dans un jeu politique. Et c'est ça qui fait avancer les marchés, qui pourrait peut-être plonger quelque peu dans le doute les prochains mois.
Ce qui justement nous amène à développer avec un petit peu plus de profondeur ce fameux dossier Trump et plus généralement, j'allais dire, la santé des marchés financiers, qu'ils soient actions, obligataires ou même au niveau du Forex, au niveau des États-Unis. Alors, c'est vrai qu'on est quand même dans une situation assez inédite aux États-Unis. On a cette fameuse nouvelle administration dont on ne sait pas encore trop quoi attendre. Moi, c'est vrai que mon biais, en tout cas, est le suivant. On part avec une vision assez négatif dès le départ sur j'allais dire l'administration de Trump. Il est possible finalement que après quelques mois, quelques semaines, la plupart justement des investisseurs et même des gens en général se rendent compte que puissent changer d'avis, retourner un petit peu leur opinion en fonction des différents actes de Trump. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là justement? Alors, c'est là aussi qu'on voit la différence entre le fondamental et l'analyse technique. Qu'est-ce qu'on disait avant que Donald Trump soit élu? C'était la fin du monde. On voyait une baisse des indices, on voyait une baisse de l'économie, on voyait beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont beaucoup parlé, trop des fois. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans un premier temps une baisse des indices marquée, et ensuite, on y est encore, un rallye Trump. C'est-à-dire qu'en fait, les intervenants se sont dit, et finalement, si ces mesures, qui pour quelques-unes sont inédites, ça n'aidait pas à relancer l'économie. Et c'est là qu'on voit que la différence entre le fondamental et le technique, quand on est technique, on ne s'occupe pas du fondamental, on voit l'élection de Donald Trump, on voit une grosse baisse et puis un gros rebond. Techniquement, on peut le détecter, ça. Quand on fait du fondamental, on est, quelque part dans une configuration un petit peu inédite, et deux, fondamentalement, il fallait que ça baisse, et puis on voit que ça remonte en flèche. Techniquement, on est toujours dans ce rallye Trump. Actuellement, on voit que Donald Trump commence à subir de petits échecs. Et qu'est-ce que l'on voit sur les indices, notamment américains, avec le S&P 500 que vous devez avoir là? C'est que nous avons une stabilisation depuis quelques semaines de ce S&P 500 par rapport justement à cette phase de hausse qui a été marquée. Ah, pardon. Alors, ça ressemble énormément. Voilà. Voilà. Et là, on a encore des phases de hausse, mais depuis quelques jours, on voit que ça se stabilise et qu'on a une résistance majeure qu'on a du mal à franchir. Là aussi, j'ai fait tourner des algorithmes statistiques. C'est assez, pour l'instant, c'est pas encore trop marqué. On est quasiment sur du 50-50, donc on pourrait continuer à plafonner sous ces niveaux de résistance. Mais attention, on est peut-être à la fin du rallye Trump. Et par rapport à ça, vous voyez que ce qui était prévu d'un point de vue fondamental, personne n'aurait pu prévoir ça en cas d'élection de Donald Trump. Et ça, techniquement, on peut réussir, si vous voulez, quand on ne fait que du technique, au moins à essayer d'en profiter. D'accord, très bien. Et puis pour revenir justement sur le niveau, j'allais dire, des chiffres, purement et simplement, au niveau des États-Unis. Alors c'est vrai que Trump, déjà, dans un premier temps, on est possiblement, comme tu le disais, Gilles, à la fin du rallye. On sait que Trump, comme le disait Jérôme, a connu quelques échecs dernièrement, notamment sur la réforme de la santé, qui justement devait servir à financer les coupes dans les taxes. Réforme qui a été fortement observée par les investisseurs à Wall Street. Donc cet échec, justement, du propre camp de Donald Trump, au niveau des républicains, qui jettent un petit peu le froid sur les marchés actions américains. C'est vrai que si on reprend de toute façon les chiffres purement et simplement au niveau des États-Unis, on se rend assez compte qu'on est quand même dans une situation assez confortable. On a une inflation, je crois, sur les dernières données, qui plafonnait à 2,6%, ce qui est quand même assez élevé. On a un marché de l'emploi qui se renforce de petit à petit, lentement mais sûrement, mais qui se renforce. Et puis, bien évidemment, je ne veux pas paraphraser ce qui a été dit sur la conférence précédente, mais on a quand même une banque centrale américaine qui est dans une optique de relèvement des taux. Bon, alors même si Janet Yellen continue d'adopter un ton un petit peu accommodant, elle est assez prudente justement par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que les prochaines hausses de taux, donc on parle de 2 voire 3 hausses de taux jusqu'à 2018, est-ce que vous pensez qu'elles sont complètement pricées dans le marché, ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'elles peuvent avoir des implications, même provoquer
provoquer peut-être certaines surprises comme on a pu le voir sur la dernière réunion de la Fed. Pour rappel, la première hausse de taux qui est pricée à plus de 50% devrait avoir lieu le 14 juin, donc à la réunion du FOMC le 14 juin. Est-ce que vous pensez que ce relèvement des taux peut encore surprendre les investisseurs, voire même soutenir les marchés, ou au contraire, est-ce qu'elles sont overpricées et qu'il faut trader plutôt le futur? Bon, clairement, là, on est sur le sujet majeur des marchés, c'est la Fed, sa politique monétaire. On a eu une remontée des taux au mois de mars, donc mis à la moitié de ce mois. Alors, je vais vous montrer quelques diapos ici, qui sont issus du CME, qui sont sur les perspectives de hausse de taux. Alors, on voit ici, d'accord, qu'on a pour le mois de mai 95% de probabilité d'avoir une hausse. Donc, on est vraiment dans un marché qui anticipe de façon très forte une hausse de taux de la Fed dès le mois de mai. On voit ici que pour juillet 2017, on est déjà à plus de 50% pour une nouvelle hausse aussi, pour arriver entre 1 et 1,25%. Et si je vous montre les anticipations, alors attention à prendre bien sûr avec des pincettes, puisqu'on est sur des perspectives long terme, mais si on regarde les perspectives actuelles des investisseurs pour le mois de décembre 2017, il y en a déjà plus d'un tiers qui estime qu'on sera entre 1,25 et 1,50%. Ça veut dire quasiment 3 à 4 hausses de taux cette année. Nous sommes dans des marchés d'anticipation. J'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète. Marché d'anticipation, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne tradez pas ce qui se passe maintenant. Vous tradez ce que l'on anticipe et ce qui va se passer dans quelques mois. Aujourd'hui, on a effectivement des statistiques américaines qui sont dans le vert. On a des anticipations de hausse de taux qui sont au maximum, 3 à 4 hausses de taux, d'accord? Et puis on a un effet Trump, évidemment, où les réformes annoncées, alors on attend avec impatience dans les prochaines semaines les réformes fiscales et économiques, même si l'échec aujourd'hui de l'Obamacare, de la réforme de l'Obamacare est un petit peu inquiétante pour lui, pour l'instant, tous les feux sont vraiment au vert pour les États-Unis. Alors la question à vous poser, et c'est pour ça qu'on a eu une hausse, du dollar américain, la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui peut encore permettre au marché de voir les choses mieux? Aujourd'hui, le potentiel d'amélioration de la conjoncture américaine en anticipation, elle est quand même très très faible. On ne va pas monter les taux 6 fois dans l'année. Il y a même de fortes probabilités pour qu'on ne les monte que 2 fois, à mon avis. Voilà. Donc, on va vite revenir sur des perspectives de hausse de taux beaucoup plus basses qui vont impacter directement le billet vert. Maintenant, sur les marchés, effectivement, on est peut-être, comme le disait Pierre, à la fin d'un rallye. En attendant, c'est trop tôt pour se mettre en face. Aujourd'hui, il y a vraiment un momentum haussier, certes, qui s'affaiblit, mais comme je le dis un peu souvent en ce moment d'ailleurs, c'est trop tard pour acheter, mais c'est trop tôt pour vendre. Ça résume assez bien finalement la situation du marché actuel, c'est-à-dire qu'on est en train de s'observer, plus personne veut rentrer à l'achat parce qu'on estime que c'est trop haut, mais toutefois, dès qu'il y a des replis, on est assez confiant pour y aller, donc ça reste assez haut. Et puis les vendeurs, ils se sont fait avoir là depuis 3 mois à chaque fois. Et du coup, on n'a personne qui veut se positionner à la vente. Et on n'a pas de grosses fêlures dans cette tendance. Donc pour le moment, on attend, on se stabilise. Et il faudra un facteur de toute évidence politique pour que les choses s'accélèrent à la baisse. Sinon, on a des chances de continuer comme ça, cette hausse un petit peu dans le vide, sans volume, pendant encore pas mal de temps. Et j'en profite pour ajouter, sur le graphe que je vous ai montré tout à l'heure du S&P 500, et je rejoins tout à fait l'avis de Jérôme, on était dans une phase de stabilisation, mais on peut remettre le S&P 500 ? Le support vert qui définissait la tendance moyen terme, lui, n'était toujours pas cassé. C'est-à-dire on a des signaux d'affaiblissement, mais on est toujours sur un trend haussier, d'accord ? On est toujours sur une phase, même s'il y a une phase de stabilisation. Et techniquement, et là je rejoins tout à fait Jérôme, techniquement on le voit, on n'a pas encore de retournement. Et là, dans ces marchés-là, il est très important de ne pas anticiper un éventuel retournement. Il est encore trop tôt. Mais alors, pour finir justement avec ce dossier américain, j'ai peut-être une petite question un peu piégeuse. Étant donné la politique menée par la Fed actuellement, qu'est-ce qui soutient les marchés actions américains à l'heure actuelle ? Ce qui soutient les marchés actions américains et ce qui les soutient encore, puisque je vous rappelle qu'on n'a toujours pas cassé cette tendance, c'est vraiment l'attente des réformes fiscales et économiques de Donald Trump. Il a promis les États-Unis d'abord, il a promis des emplois, il a promis vraiment des fortes baisses d'imposition, il a promis également une sorte de franchise pour tous les fonds qui sont à l'étranger qui reviendraient aux États-Unis. Il faut comprendre que ça représente plusieurs
dizaines de milliards de dollars, hein, voire plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc ça peut avoir un vrai impact, non pas pour les États-Unis, mais plutôt pour les pays où c'était investi. Hein, on pense à Hong Kong, en Asie également. Donc si ces fonds sont rapatriés dans des conditions favorables, ça pourrait, encore une fois, la politique américaine aura peut-être un impact plus fort dans les zones extérieures qu'aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses à faire. Donc maintenant, dire qu'est-ce qui fait monter les marchés américains aujourd'hui, je vous avoue que je me pose la question. Hein, ça fait un petit moment, il y a des perspectives. Voilà. On attend beaucoup de Donald Trump et on n'a pas de raison de vendre. C'est peut-être aussi ça, hein, la raison de la hausse. On n'a pas de raison spécifique de s'inquiéter. On sait que les banques centrales sont là pour soutenir. On a un président qui est vraiment à l'action, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc dans l'ensemble, on n'a pas de raison de casser pour le moment. Et croyez bien que vous n'allez pas recevoir un SMS le jour de la baisse des taux. Hein, et le jour de la baisse des marchés, ils ne vont pas vous prévenir. Donc voilà, on est dans l'attente. Et vraiment, plus que jamais, il faut être sur ses gardes. On est sur des zones qui sont quand même très dangereuses. Mais encore une fois, la tendance haussière, elle n'est pas remise en cause pour le moment. Alors, vous l'aurez compris, un marché un petit peu en attente de signaux, j'allais dire. Il est trop tôt pour vendre, trop tard pour acheter, pour reprendre un petit peu la formule employée par Jérôme. Je vous propose maintenant, messieurs, de retourner sur le vieux continent, de parler un petit peu avec ce qui se passe justement, notamment en France. On va revenir un petit peu sur les élections juste après. Je voulais juste revenir au niveau de l'euro-dollar. Tu disais tout à l'heure, Jérôme, qu'il fallait ne pas finalement se cantonner aux événements présents, étant donné que ces événements présents sont déjà intégrés finalement dans les cours et plutôt anticiper, trader même l'avenir, le futur. Je veux venir un petit peu avec vous au niveau, je voulais parler de la BCE, de la politique monétaire menée par la BCE. Alors, c'est vrai que il n'est un secret pour personne qu'on est toujours sous le coup d'un programme de rachat d'actifs mis en place par Mario Draghi. Simplement, c'est vrai que depuis décembre, maintenant, on observe quelques améliorations assez nettes, à la fois dans le domaine de l'emploi. Je parle au niveau global, au niveau européen, mais également et surtout au niveau de l'inflation. L'inflation qui a de grandes chances finalement de mettre un petit peu plus la pression sur notre banquier central afin de réajuster finalement la politique monétaire. Est-ce que, après ce fameux rallye qu'on a eu sur l'euro-dollar, bon, c'est vrai qu'on a pris une petite claque ces derniers jours, une grosse correction, mais qui est intervenue après un rallye de 350 à 400 pips. Est-ce qu'il peut être opportun de se placer actuellement à l'achat sur l'euro-dollar? Est-ce qu'on serait au creux de la vague finalement ou pas? Alors, désolé, vous avez vu le graphique, il s'est sauvé de l'écran, mais vous avez peut-être aperçu les rapides courbes qui s'étaient affichées. Je vous les remettrai tout à l'heure. Alors, je vais revenir sur deux points que tu as abordés. C'est tout d'abord l'inflation en zone euro. Alors on l'attend cette inflation, ils ont tout fait pour qu'on l'ait, pas de problème. Sauf que le problème de l'inflation en zone euro, c'est qu'elle est due majoritairement au rebond du pétrole. D'accord ? Aujourd'hui, on a un pétrole qui est passé de 25 $ à 50. Donc ça a un impact sur l'inflation globale. Sauf que quand vous regardez les chiffres de l'inflation, ce qu'on appelle core, c'est-à-dire l'inflation sans les énergies, on est toujours ras les pâquerettes. C'est-à-dire que le retour de l'inflation, en fait, on va se rendre compte vite dans les prochains mois qu'elle n'est pas là. D'accord, l'inflation. Donc, du coup, il faut être très réservé avec cette histoire d'inflation. À mon avis, les prix ne sont pas prêts de remonter pour le moment. Deuxième chose, reprendre la BCE. Alors, c'était malheureusement les petites slides, mais je vous les remettrai à la fin. Un sujet qui me tient à cœur, c'est la balance des paiements liée à Target 2. Donc, le système de paiement centralisé. J'ai fait un article récemment là-dessus. Je vous explique rapidement ce que c'est. Ce sont les dettes entre les pays de la zone, d'accord ? Entre les pays membres de la zone euro, vous avez tout un tas de dettes, d'accord ? Les Italiens qui empruntent, etc. Alors, si vous pouvez me relancer le PowerPoint peut-être après, on va voir, mais vous vous rendez compte que l'Allemagne a un surplus de 700 milliards et que tous les autres sont en déficit. D'accord ? Il y a l'Allemagne, le Luxembourg, et puis tous les autres leur doivent de l'argent. Alors la situation, c'est un pur déséquilibre, très très dangereux. Alors ce déséquilibre, il n'est pas dangereux tant que l'Union européenne, tant que la zone euro tient le coup. C'est-à-dire que du moment que la zone euro tient le coup, pas de problème, le bateau coule normalement, tout va bien. Sauf que le jour où on a une fissure et où il y a un pays qui menace de sortir, qui va devoir rembourser ses fonds, tout simplement, on va avoir une rupture et un déséquilibre qui va... Et donc, comprenez 700 milliards pour l'Allemagne, ça peut quand même faire un peu tanguer le bateau. Donc, il va vraiment falloir surveiller ces déséquilibres
de financement des différents pays. Et puis voilà, la politique monétaire de la BCE, on a une inflation râlée pas crête. Ils ont annoncé 60 milliards par mois maintenant dans leur quantitative easing. On va continuer tranquillement tant que rien ne va changer à la japonaise. Et là, on a un risque en fait, de ne jamais retrouver d'inflation et sans doute d'oublier un petit peu la croissance pour un bon moment. Il va falloir se réadapter à cette situation-là. Donc aujourd'hui, le risque pour moi sur la zone euro, il est assez important. Et il va falloir surveiller ça de très très près. Je vais laisser la parole à Gilles sur le sujet de la zone euro, mais prudence avec les échéances, les élections qui pointent le bout de leur nez, qui vont être des moments de nervosité extrême sur les marchés. Alors, c'est vrai que sur la zone euro, et ça va nous permettre d'ailleurs de rebondir sur les prochains sujets, il y a plusieurs éléments. Il y a déjà la divergence des politiques des banques centrales. On voit qu'on a la Fed qui est plutôt dans une perspective de hausse des taux. Pour l'instant, Mario Draghi, il n'en parle pas trop. On a vu que l'inflation, finalement, elle commençait à remonter, mais elle est toujours sous les objectifs. Donc pour l'instant, on n'anticipe pas trop une hausse des taux du côté de la Banque centrale américaine. Le risque, il vient plutôt maintenant du risque politique. Comme on le disait tout à l'heure, on va avoir des élections en France, on va avoir des élections en Allemagne. On a vu qu'on a déjà eu des scrutins qui, pour l'instant, se sont plutôt bien passés. Mais le risque, il subsiste. Les élections françaises, ça arrive, là, c'est le mois prochain. Donc, le risque, il va arriver, enfin, il va vraiment se cristalliser autour de ces événements. Pourquoi ? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, on a la politique de Donald Trump, qui, quelque part, peut donner des idées à d'autres si elle commence à être suivie et si elle commence à être performante, notamment au niveau de certains populistes en Europe. Et si ces partis populistes en Europe commencent à vraiment monter, voire gagnent certaines élections, que ce soit en Allemagne ou en France, là, le risque va se reporter sur l'euro, et notamment sur l'euro-dollar, amplifié par cette divergence justement que l'on a dans les politiques monétaires américaines et européennes. Je pense que... Alors, juste, je refais une petite parenthèse, puisque la diapositive est revenue. Donc vous avez ici le déséquilibre des paiements entre les pays. Donc les 4 premiers, vous avez Allemagne, Luxembourg, Hollande. Donc, et puis là-bas, vous avez l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et puis vous avez la France, qui est elle aussi en déficit. Donc, ne regardez pas forcément le détail, mais regardez le déséquilibre. Je peux vous le montrer aussi sur ce graphique-là. On voit nettement l'écartement progressif de ce déséquilibre et cette tension sur le système interbancaire qui pourrait devenir très très problématique. Donc surveillez, voilà, retenez ce point, ça pourrait être un des sujets qui va revenir dans les prochains mois. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour, non, il me semble. Ouais, peut-être un petit peu de technique. Ouais, t'as d'autres... potentiellement. On est quand même au salon de l'analyse technique, Il faudrait peut-être faire un petit peu de technique. Voilà. Je te laisse la parole, Gilles. Alors, donc pour terminer sur le technique, au niveau du CAC 40, effectivement, on est dans le suivi des indices américains. Clairement, là, c'est le rallye Donald Trump qui drive un petit peu tous les marchés actuels. Maintenant, on arrive sur des échéances qui sont majeures. Alors, j'ai fait tourner un algo à probabilité sur le CAC 40. Et là, c'est le plus gros pourcentage que j'ai trouvé. Il m'a donné un risque à 75% de retournement dans les 2 prochaines semaines. Alors, ce ne sont que des statistiques. Mais l'algo, voilà la réponse qu'il m'a donnée. Vous avez vu que sur les autres, on avait sur, par exemple, le S&P 500, on était à 54%. Donc 54%, autant dire que il n'y a rien. Par contre, 75%, oui, ça commence à être significatif. Et l'algo, lui, il ne voit pas du tout s'il y a Marine Le Pen qui monte ou Emmanuel Macron ou... Il n'y a rien du tout de tout ça. C'est juste la gestion de la volatilité, des moyennes mobiles, des plus hauts, des plus bas. Juste ça. Et rien qu'avec ça, on arrive à détecter des risques quand même.
Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais juste terminer sur un petit élément. Voilà, je suis, comme vous le savez, moi je suis analyste technique pour Active Trades directement avec partenaires Gilles Santacreux et Jérôme Révillier. C'est avec plaisir qu'on a pu recevoir aujourd'hui de par André Malpel justement le prix de la meilleure exécution. C'est vrai qu'on essaie en tout cas autant que faire se peut d'avoir une exécution les plus correctes possibles. On compte énormément de scalpers et de traders justement à très très court terme chez nous, avec notamment une hausse sur les dernières années de trading algorithmique. Je pense que tu peux en témoigner, Gilles. Toi, pour qui justement les exécutions sont vraiment très 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 importantes dans ton trading au quotidien. Je pense que voilà, en tout cas, c'était juste pour vous dire que on était très fiers d'avoir reçu ce prix Active Trades, le prix de la meilleure exécution. Je te laisse peut-être dire 2-3 mots sur justement tout ça. Oui, alors pour ceux qui font du trading algorithmique ou dans un cadre plus large, ceux qui font du trading très court terme, ce qui est vraiment important, c'est 1, les frais, et 2, l'exécution. L'exécution, elle est vraiment importante parce que lorsque vous avez des petits objectifs, le fait d'avoir un petit décalage défavorable peut avoir un énorme impact sur vos performances. Et bon, pour ceux qui me connaissent, donc j'ai une gestion qui est 95% algorithmée, pour ne pas dire plus. Et c'est chez Active Trade qu'actuellement je fais tourner tous mes algorithmes avec les résultats que vous connaissez, donc pour ceux qui regardent un petit peu sur diverses pages. Bon, alors moi je vais juste finir alors, pour remercier déjà tous ceux qui ont fait le déplacement dans ce salon à Paris, pour remercier tous ceux qui nous auront regardé soit en direct, soit en replay sur YouTube. On va se retrouver juste après pour parler un petit peu plus en détail, si vous voulez, d'analyse et des perspectives. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci à Active Trades et félicitations pour le prix. Merci à toi Gilles, mais nous on se connaît bien. Merci Jérôme. Donc merci à tous et encore très très bon salon. Merci à tous. Merci, à bientôt.